Laurent Roland Anthony, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour, amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, on débat par le quotidien Fraternité qui écrit ce matin, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Édouard Louko, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, journalistes que nous sommes, nous avons toujours souhaité qu'à la tête de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qu'on mette un professionnel des médias. Bon, on peut se réjouir que ces choses faites, c'est vrai que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la RAC, mais toujours est-il que, oui, il faut déjà d'abord féliciter notre aîné Édouard Louko pour... Notre ancien DG bon, oui, qui était DG de Radio et Eden TV Diaspora FM. Et il a un bon parcours d'ailleurs, parce qu'en dehors de Diaspora FM, de Eden TV, il avait officié au journal Presse écrite, en tout cas Le Progrès. Il avait créé, je crois, un journal qu'on appelait à l'époque Le Marin, un journal satirique, et donc pour retracer un peu son parcours. Et donc, on ne peut que lui dire félicitations, parce que lui qui a été jusque-là proche du chef de l'État en tant que chargé de mission, on a pu voir... Oui, donc, je crois que c'est une consécration pour... quelqu'un qui a eu un parcours en tant que président de l'ODEM, président du CNPA, qui a occupé de grandes fonctions. Ancien vice-président de la HAC. De la HAC, bien évidemment. Et donc, oui, aujourd'hui, il est président de la HAC. La seule chose, c'est que oui, on peut se réjouir qu'on a un professionnel des médias à la tête de cette institution, mais pourra-t-il avoir les mains libres pour véritablement travailler pour le bonheur de la presse béninoise? C'est là que réside ma question. Soleil Levant, d'ailleurs, écrit par rapport à cette actualité. Édouard Kokou-Louko, une figure emblématique des médias béninois, son mandat très attendu par la communauté médiatique et le public. Les médias espèrent des initiatives et des réformes visant à soutenir le 4e pouvoir au Bénin. Alors, à ce niveau, moi, je voudrais peut-être dire à nous, professionnels des médias ce matin, ne rêvons pas trop, parce que au fond, la RAC est une institution politique, qu'on le veuille ou pas. On a tout fait de penser que oui, la RAC est là pour les journalistes, mais n'oubliez pas que c'est un instrument politique et que n'oubliez pas que le président de la RAC est nommé par le président de la République. Et sachant qu'il y a une obligation de réserve et qu'il y a peut-être un devoir de reconnaissance vis-à-vis de celui qui, ou bien de ceux qui les ont envoyés, on ne peut pas pour autant rêver. Parce que dans... en quoi est-ce que le devoir de reconnaissance ou de gratitude, à la limite, empêcherait des réformes dans le monde des médias? Faisons le point. Permettez que je finisse ma question. Enfin, si tant est que, justement, ces réformes sont aussi souhaitées par le chef de l'État. Je voudrais nous rappeler que nous pourrons faire le bilan des différentes mandatures de la RAC. En fait, si on se prépare déjà à cette éventualité, on ne sera pas déçu. Et on ne se lèvera pas. Attendez, on ne se lèvera pas un jour pour jeter toutes les pierres à Édouard Louko. Édouard Louko, c'est un homme qu'on a envoyé à la tête d'une institution. Si on ne lui donne pas les moyens, il ne pourra rien faire. D'accord? Donc, en réalité, dans tout ce que nous demandons là, il faut une réelle volonté politique. Donc, on peut envoyer Jésus à la tête de la RAC. Même Laurent à la tête de la RAC. Voilà. Vous pouvez mettre Jésus à la tête de la RAC. Dès lors que la volonté politique ne va pas accompagner, il n'y aura rien, il n'y aura aucun changement. C'est de ça que moi je parle. Pour dire clairement que Édouard Louko, c'est un bon choix, peut-être, un bon choix à la tête de la RAC, mais que peut-il faire si on ne lui donne pas les moyens, s'il n'a pas la volonté politique? Écoutez, moi, je ne rêve pas grand, parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui a supprimé le ministère de la Communication. Ce n'est pas la RAC qui travaille pour l'amélioration des conditions des journalistes. Je suis désolé de le dire. La RAC est là pour réguler. On parle de liberté de presse, mais on a pu voir que dans le parcours, dans l'histoire de la RAC a fermé des médias alors qu'on pourrait appliquer d'autres sanctions. Donc, est-ce qu'on peut rêver? Non, je pense que s'il faut rêver aujourd'hui, l'aide de la presse, de l'État à la presse privée. Vous pensez que si on ne donne pas les moyens à Édouard Louko, il peut faire la magie? Il ne peut pas faire la magie. Donc je voudrais que nous préparions
à ces éventualités-là plutôt que de rester là à rêver et qu'un jour on se lève pour commencer par traiter Édouard Lecourt de tous les noms. Je pense que nous devons pouvoir nous préparer à toutes les éventualités pour dire si éventuellement la volonté politique accompagne et qu'il a les moyens de changer de conditions de travail et de vie, si la volonté politique accompagne et qu'il a le financement pour qu'on aide l'aide à la presse privée, on va se réjouir. Si ça n'arrivait pas, qu'on ne fasse pas le procès d'Édouard Lecourt en lui jetant toutes les pierres, parce qu'on a tout fait de penser que la RAC, écoutez, la RAC, la sixième mandature qui est en train de partir, vous pensez que fondamentalement, il n'avait pas envie de changer les choses? S'il y avait la volonté politique parce qu'il ne suffit pas seulement de faire un discours politique. Hein. Le discours politique s'accompagne d'actes. Aussi longtemps qu'on n'aura pas des actes qui accompagnent le discours politique, parce que le politique peut venir à tout moment pour dire, bon, écoutez, j'ai envie de changer les choses pour améliorer vos conditions, d'accord? Mais si les médias, en tout cas les organes, les groupes de presse n'ont pas la liberté qu'on pourrait avoir, est-ce que les journalistes seront dans de bonnes conditions? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les médias peuvent se targuer d'avoir les moyens de traiter bien les journalistes? Non, non et non. Donc, moi, j'insiste sur le fait que la RAC est un instrument politique et qui va toujours servir... Politique, dites-vous? Oui, c'est un instrument politique. Écoutez, sur 9 personnes, vous avez 6 qui sont nommés par les politiques. Vous voulez dire quoi? C'est un instrument politique. Vous allez, l'Assemblée nationale a envoyé 3 personnes. Le gouvernement envoie 3 personnes. Le chef de l'État envoie 3 personnes. Les professeurs de médias n'ont envoyé que 3 personnes. Vous pensez que nous avons un pouvoir là? Nous n'avons aucun pouvoir là. Et sachant que... Quand bien même, c'est un des nôtres qui se trouve désormais à la tête de Ne rêvez pas, mon cher Ahmed Arikba. Je ne veux pas rêver pour jeter des pieds. Je ne veux pas rêver pour jeter des pieds à Édouard Lecourt demain. Je pense que si on lui donne les moyens, il fera le travail. Si on ne lui donne pas les moyens, il pourra rien faire. Parce que, écoutez, sur les 9 qu'on a envoyés là, il y a 6 qui sont envoyés par les politiques. Et n'oubliez pas que les 3 qui sont envoyés là par les politiques sont envoyés par la majorité parlementaire. La majorité parlementaire. Donc ça fait 3. Ça veut dire que quoi? Et c'est ceux qui soutiennent le chef de l'État qui ont envoyé les 3. Ça fait 6 qui soutiennent le gouvernement qui sont envoyés là-bas. C'est ça. Vous voulez rêver quoi? Oui, dans un autre sens, hein, pour faire l'analyse, Laurent Roland Toneikes, dans un contexte justement où on parle de réforme, hein, dans le monde des médias, certains souhaitent aussi d'ailleurs une réforme au niveau même de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour ce qui est justement de la loi organique de cette institution. Quand le chef de l'État envoie à la tête de l'institution un de ses proches, osons le dire, chargé de mission donc, du chef de l'État depuis son avènement à la tête du pays, est-ce qu'il n'y a pas matière à se dire que oui, il y a réellement une volonté de réformer les choses et donc matière à espérer quand même, au-delà de tout, en sachant évidemment que oui, tout part de la volonté politique. Mais osons rêver. Sur la question, je vais peut-être aussi vous surprendre. Ça fait depuis 2016 que nous crions que les conditions des journalistes, ce n'est pas bon au Bénin. Est-ce que vous avez vu le nouveau président de la RAC se prononcer une seule fois sur la question? Moi, je ne l'ai pas vu. C'est vrai que... Devoir de réserve. Voilà. Devoir de réserve. C'est l'émission du chef de l'État. Vous comprenez avec moi. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas... Et ce n'est pas la RAC qui va parler. Ce n'est pas la RAC qui va parler. Peut-être qu'il est venu le temps justement pour lui de parler. Et c'est pour cela qu'il est envoyé. Non, peut-être que ce qu'il dit... À ce niveau. Peut-être que ce qu'il dit, les gens ne vont pas apprécier. Mais je préfère qu'on se dise la vérité. C'est notre maison. La presse, c'est notre maison. C'est notre chose. Je me sens assez pessimiste ce matin. Je ne suis pas pessimiste. J'ai dit... Si Édouard Lecourt a les moyens, il travaillera. Donc rêvons. Non, écoutez. Rêvons qu'il est venu le moment justement qu'on lui donne les moyens pour qu'il fasse le travail. Je voudrais qu'on se prépare à tout. Moi, j'espère bien que Édouard Lecourt à la tête de la RAC, ça peut changer les choses, d'accord, si on lui donne les moyens. Si on ne lui donne pas les moyens, on lui donnera les moyens. Je ne serai pas surpris non plus et je ne lui jetterai pas les pieds un beau matin pour dire il a été non, il n'a rien fait. Parce qu'on a fait le procès à ceux qui étaient présidents des médias, qui étaient à la RAC, pour dire qu'ils sont allés là-bas, ils n'ont rien fait pour la presse. Mais est-ce que c'est la RAC qui change de conditions? Non. Si, écoutez, dans toutes les corporations, quand les gens ont des problèmes, ils se réfèrent à qui? Ils se réfèrent au ministère. Parce que le ministère de la Santé s'occupe des professionnels de la santé. Le ministère de la Communication s'occupera des professionnels des médias. Et donc, quand ceux qui sont de la justice se réfèrent, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui règle les problèmes des juristes au Bénin. Ce n'est pas la Cour de justice, ce n'est pas la Cour suprême. C'est le ministère de la Justice.
Donc, si nous avons notre ministère de la Communication, on peut aller verser nos doléances à ce niveau. Et là, ces doléances sont versées au niveau du gouvernement pour qu'on se penche là-dessus. Mais nous n'avons pas le ministère. La RAC a une mission assez claire. Relisez, allez les relire. Relisons la loi organique de la RAC. La RAC ne pourra pas faire de magie. À moins qu'il y ait justement un travail qui soit fait au niveau de la loi organique, Laurent. Oui, justement, pour vous dire, juste à quand on s'est annoncé. Pourquoi ne pas prêter une bonne foi au gouvernement et se dire que oui, c'est peut-être venu le moment de changer les choses et qu'on a envie de changer les choses. C'est pour cela qu'on met à la tête de l'institution quelqu'un qui est vraiment proche du pouvoir. Donc prêtez bonne foi au Non, justement, en parlant comme ça ce matin, c'est aussi peut-être ma manière moi, de les amener à me défier et à faire le contraire, à faire tout ce qu'on souhaite. Parce que s'ils ne le font pas, ils me donneront raison. Donc, pour ne pas me donner raison, qu'il fasse les choses normalement. Arrêtez, non, bonne foi au pouvoir. C'est ma manière à moi de le titiller. Disons-nous qu'il est venu le moment. C'est ma manière à moi de les amener à changer les choses. Écoutez. Peut-être que si on change la loi organique justement de la HAC, oui, il y a matière à ce que désormais les professionnels des médias puissent avoir... les gens ont révisé la constitution. Les gens ont révisé la constitution. Sans référer à la HAC en cas de... Les gens ont révisé la constitution, ont rendu le mandat des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication renouvelable. Oui. Et, ils avaient la possibilité de changer beaucoup de choses. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Le moment n'était pas encore... Ne rêvons pas. Le moment n'était pas encore Souhaitons arrivé. bon mandat à toute l'équipe qui est là. Oui. Bon mandat à tous les conseillers élus et tous les conseillers nommés. Et bon mandat à notre aîné locaux. Oui. Vivement que le gouvernement lui donne les moyens. Il ne faut pas que ce soit qu'on l'envoie au charbon et qu'on ne lui donne pas les moyens. Et puis après, qu'il soit désavoué par les professionnels des médias. Je ne souhaite pas. Je lui souhaite tout le meilleur à la tête de cette institution. Et véritablement... que les actes politiques accompagnent les discours politiques. C'est ce que je souhaite. Rien de plus. Au-delà de la question de la réforme souhaitée dans le monde des médias, Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce qui est de la fonction, pas la fonction, enfin la mission de base reconnue pour cette institution, celle de la régulation. Oui. Oui, un professionnel des médias à la tête de l'institution, il y a matière à espérer aussi que à ce niveau, le travail soit fait peut-être de manière un peu plus professionnelle, ou y a-t-il des craintes finalement, sachant que c'est un véritable proche du pouvoir? On va parler, c'était pas de muselage de la presse béninoise. Voulez-vous dire que ceux qui étaient passés à la tête de la RAC n'avaient pas fait leur travail de façon professionnelle? Mais non, enfin, ce sont des questions qu'on se pose dans le milieu. Écoutez, je continue de le dire, il y a un cadre bien défini pour la RAC et notre aîné Édouard Lecault ne peut pas s'écarter du cadre qui est prévu pour fonctionner. Ce n'est pas possible. Il ne fera que ce qu'il peut dans le cadre de ce qui est défini au niveau de cette institution et de ce que souhaite le politique, malheureusement, à bien des moments. Parce que, qu'on ne le veuille pas, la volonté politique va toujours primer dans cette affaire. Et à un moment donné, nous, professionnels des médias, nous allons nous lever un beau matin qu'on ne sait pas traiter Édouard Lecault de tous les noms. Je voudrais que nous puissions nous préparer à toutes les éventualités et qu'on se dise, écoutez, il est là, c'est un professionnel bon teint, d'accord. Il peut faire de grandes choses à la tête de cette institution. S'il a les moyens, il le fera. Si on lui laisse les mains libres, s'il n'a pas les mains liées, il pourra bien faire son travail. Mais sachant très bien que c'est des nominations politiques, ne soyons pas surpris que les mains soient liées. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons très prochainement, Laurent Roland-Antonin. Cette question, à la une du quotidien Renouveau ce matin, Laurent, désir de compétences au Bénin, l'appel aux compétences étrangères a-t-il déjà comblé l'attente des Béninois? Bon, je crois que ce sujet, on va peut-être faire fi de ce sujet parce que pour moi, je pense que j'ai toujours dit, c'est vrai que je ne suis pas d'accord que le chef de l'État fasse appel à des compétences étrangères, mais toujours est-il que dans d'autres pays, les Béninois sont sollicités pour des missions précises. Donc on ne dira pas, on ne va pas continuer à faire ce débat de compétences étrangères. Le plus important, je dis, le chef de l'État, c'est... C'est vrai que cette question vient dans un contexte particulier. Oui, je sais, par rapport à l'ANIP. Mais moi, je dis... Mais encore, le chic. Oui, oui, justement, donc, parce que on a vu l'autre a démissionné, donc on a nommé une
expatrié à la tête du chic. Mais si vous connaissez dans les conditions dans lesquelles on a construit cet hôpital, je crois que le débat ne devrait pas se faire. Le Bénin a construit ce centre de santé, cet hôpital, et avec l'intervention de la France. Donc, comprenons clairement qu'il y a matière à ce que des gens, en tout cas les profils au niveau de ce centre hospitalier soient bien définis et que ça... donc moi je ne veux pas faire trop le débat. Et d'abord quand on regarde, écoutez, hier au moins, automatiquement quand j'ai vu le nom, j'ai fouillé et cherché à comprendre savoir qui c'est. Voilà, donc le plus souvent possible quand on nomme les gens, la première chose que je fais c'est d'aller voir leur parcours, pour voir les missions qu'ils ont accomplies par le passé, leurs responsabilités par le passé, et puis après comparer à la mission qu'on leur confie ici. C'est vrai que certains ont dit que, parce qu'elle est administratrice des hôpitaux, j'ai lu quelqu'un dit hier, est-ce qu'on a ce profil au Bénin? Non. Écoutez, je sais que, je ne sais pas si les gens continuent de former, mais je sais que l'ancien ministre Djanantin est un administrateur des hôpitaux. Vous voyez un peu, donc c'est un métier, peut-être, est-ce que d'autres jeunes sont allés se faire former là-bas? Est-ce qu'on en a? C'est vrai que aussi au niveau du ministère de la Santé, je crois, il y a une réforme aussi qui est en cours et qui demande que au niveau des hôpitaux de zone, que ce soit des administrateurs de hôpitaux qui dirigent. Je crois qu'il doit y avoir une réforme comme ça. Donc, je crois que quand on regarde le profil de la dame, on ne peut pas remettre en cause. Et puis, tenant compte du partenariat avec la France et autres, là, on ne devait pas être surpris que ce soit quelqu'un... en tout cas, que ce soit un expatrié ou une expatriée, voilà, une compétence étrangère qui soit sollicitée dans ce cadre. Maintenant, le débat le débat de Annie, de Yamolida, Pascal, je ne sais quoi, je crois que j'ai toujours dit le gouvernement a des objectifs à atteindre. Amène les compétences dont il a besoin pour accomplir ses missions et atteindre les objectifs. Maintenant, c'est à l'heure du bilan que nous allons juger. Un mot quand même sur cette démission donc justement de Pascal Nyamulenda, on en avait beaucoup parlé, au moment de sa nomination. Un départ dans un contexte plutôt inquiétant peut-être, scandale. Une dizaine de personnes arrêtées. Oui, des gens sont arrêtés. J'ai pu discuter avec... ce matin. J'ai pu échanger avec des gens qui travaillent à l'ANIP hier pour demander un peu quelle est la situation. Donc, concrètement. Il y a eu de mauvaises pratiques au niveau de l'ANIP, des gens qui se sont mal comportés avec un certain nombre de faits et qui sont interpellés. Et donc, au niveau de l'Assemblée, d'ailleurs, il y avait eu également des questions dans ce sens. Oui, parce qu'il y avait on avait lancé la question des données nominatives. Vous pourriez changer numéro de téléphone, tout ça là. Mais à un moment donné, il y avait un certain nombre de désordres autour et le DG avait suspendu l'opération. Et donc, j'ai vu, il y a une note de service en 3 articles, je crois, qui demandait à sursoir accès à l'activité, à l'opération. Et puis, des gens étaient interpellés doivent répondre des faits qui leur sont reprochés. Et c'est dans ce contexte que le DG part. Est-ce que c'est la situation qui l'a amené à démissionner ou bien il y a d'autres choses qui l'ont amené à démissionner? J'ai dit hier qu'il faut qu'il libère la parole, qu'il nous dise ce qui s'est passé véritablement, parce que nous dire ce qui s'est passé, ce qui l'a conduit à démissionner, c'est d'abord pour son honneur et puis pour l'honneur de son pays, le Rwanda, parce que après, le Bénin retiendra toujours qu'un Béninois, un Rwandais est passé à la tête de la NIP et qu'il a démissionné, qu'il n'a jamais dit pourquoi il a démissionné, ou peut-être qu'il est impliqué. Parce que quand on dit qu'on a interpellé les gens peuvent aussi faire le lien pour dire, ou bien lui-même il est dedans et c'est pour ça qu'il a démissionné, on voulait le sanctionner, il a démissionné. C'est autant de choses pour éviter les supputations qu'ils nous disent clairement ce qui s'est passé. Allez, quelques petites bonnes nouvelles dans la presse ce matin. Laurent Roland-Tonnet, révolution commerciale au Bénin, plus de 3300 marchands embrassent déjà les nouveaux marchés modernes. Talon et son équipe sortent le pays de son immobilisme économique de longue date. C'est le Soleil Levant qui en parle. Quand on dit que le Patrice Talon sort le pays de son immobilisme économique de longue date, je veux bien comprendre qu'est-ce que le journal veut dire par cette expression. Le Bénin a toujours fonctionné, les marchés ont toujours fonctionné. C'est vrai que oui, les marchés modernes... Il y a du nouveau. Non, il y a du nouveau ne veut pas dire qu'il y a
En fait, les marchés existaient. Là où on a des marchés, les marchés existaient. Oui. Il y avait une activité économique qui allait bon train. Il n'y avait aucun problème. Donc, à un moment donné, les marchés ont été fermés, ont été reconstruits et les femmes regagnent les marchés. On peut se réjouir de la modernisation, on peut se réjouir de ce que, oui, les dames vont exercer leurs activités dans de bonnes conditions aujourd'hui. Mais faut-il pour autant dire que Patrice Talon sort le Bénin de l'immobilisme économique? Rien n'a changé sur le plan du commerce, de la vente des dames, non. Ce qui a changé, c'est la modernisation. Bon, maintenant, si vous avez d'autres compréhensions, parce que moi, je n'ai pas d'autres compréhensions, ça, je pense que c'est une expression de trop. Une expression de trop, dites-vous, Laurent Roland-Tonnet. Allez, une autre bonne nouvelle dans la presse ce matin, c'est en rapport avec... attendez que je retrouve ce titre très rapidement. Décryptage info, on parle notamment 10 milliards de francs CFA pour intensifier les productions maraîchères et céréalières. Il s'agit évidemment d'autosuffisance alimentaire au Bénin. Pour l'autosuffisance alimentaire du Bénin, on met 10 milliards. Combien est-ce qu'on met dans la production du coton par an? Moi, je me pose la question, quand on fait le lien, quand on fait le ratio, est-ce que 10 milliards, c'est déjà beaucoup d'argent? 10 milliards, c'est combien? 10 milliards, c'est 10 milliards. Pour l'autosuffisance alimentaire? Moi, je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais de toute façon, c'est déjà un bon début. On peut se réjouir de ce que, oui... Voilà. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Non, mais je sais que vous m'attendez toujours sur le terrain. Vous aimez utiliser la politique de la pyramide inversée. Non, vous aimez toujours me voir dans un rôle de propagandiste. Mais malheureusement, je n'ai pas appris à faire ça. Mais non, du tout. Je sais apprécier à juste titre et je sais aussi donner mon avis. Moi, je pense que c'est... J'aime mieux qu'on commence par la thèse plutôt que par l'antithèse, c'est tout. C'est tout, c'est une question de préférence. Déjà, oui, déjà, il faut féliciter le gouvernement déjà pour avoir décidé de mettre 10 milliards dans la production céréalière. Faire en sorte que les producteurs puissent avoir des subventions pour produire en quantité, parce que nous en avons besoin. Dès que nous avons le produit en quantité au Bénin, nous pouvons assurer l'autosuffisance alimentaire et en même temps le prix aussi, voilà. et contrôler les prix, et puis le surplus pourrait être vendu hors du territoire. Je continue de dire un truc. Moi, je suis d'accord qu'on mette 10 milliards, mais ce n'est pas pour autant une raison pour aller fixer un prix dérisoire au produit quand les gens vont finir le produit. Qu'on arrête avec ça pour une fois. J'estime que 10 milliards qu'on met dedans, c'est bon. Merci. D'accord? Les gens produisent le soja, produisent le maïs, produisent le riz, un certain nombre de choses. Ok, le riz, par exemple, on a souhaité qu'on aille à une quantité donnée, je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais le ministre de l'Agriculture a une bonne vision, hein, il a une bonne vision. Et pour autant, c'est un bon cadre qui fait beaucoup d'efforts à la tête du ministère de l'Agriculture, quoique il y a quelques imperfections qu'on ne manque pas de soulever, mais il fait ses efforts. Cela montre que l'Ecoverpa qu'il avait emporté, peut-être c'était un accident de parcours. Sinon, si on regarde les prouesses de 2016 aujourd'hui, notamment en termes de coton et autres, il fait beaucoup d'efforts. Mais j'estime que quand vous voyez les productions aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce que subissent les producteurs aujourd'hui, j'estime qu'on met de l'argent, d'accord. J'ai toujours dit, quand vous mettez de l'argent chez un producteur, vous le subventionnez, et qu'il produit le soja sur 10 hectares, vous pourrez lui dire, on définit un ratio pour dire, écoutez, vous avez 10 hectares, si à la fin vous avez 10 tonnes de soja, nous vous donnons la possibilité de vendre 2 tonnes ou 3 tonnes hors du territoire pour faire du profit, mais vous devez mettre 7 tonnes au plan local pour l'industrie locale. Si on fait ça comme ça, on permettra à tout le monde de manger un peu, de pouvoir bénéficier du fruit de ces efforts. Mais cette manière de faire où les gens finissent le produit parce qu'on aura mis peut-être 10 milliards et qu'on dise qu'ils doivent vendre tout. Parce qu'après tout, si vous mettez les subventions, vous mettez l'intrant, d'accord, encore qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses à dire. Quand vous faites tout ça et qu'à la fin, parce qu'après tout, après l'intrant, les subventions, il y a l'effort du producteur. D'accord? Donc cet effort-là, quand même, permettez-lui de jouir de ces efforts en vendant peut-être une quantité de son produit-là à des clients qu'il veut et qui lui propose un prix. Plutôt que de dire, tout le monde doit vendre son produit à tel prix exclusivement, sachant très bien que nous achetons ces produits à ce prix-là chez les producteurs, on les empêche d'aller vendre ça, mais nous achetons ça, nous reconditionnons ça et nous allons vendre hors du territoire. C'est de l'injustice sociale et qu'il faille corriger au plus vite.
De l'injustice sociale, dites-vous, Oui, parce que Roland-Antonin-Kess. vous achetez, vous demandez aux gens de vendre à un prix donné, les gens vous vendent le produit à un prix donné, on dit que tout sera transformé, mais on sait très bien que tout n'est pas transformé ici. On sait que les gens sortent le produit pour aller vendre à l'extérieur. Nous voyons avec le soja ici, on a vu comment ça a été stocké au niveau de avec au niveau marché de gros, et comment est-ce qu'on emballait, on mettait dans des sacs blancs. En tout cas, juste dans la zone, moi j'ai vu quand même où. Je ne sais pas, je dis ce que j'ai vu. Et je sais que chaque jour, les gens chargeaient dans les conteneurs. Ça va où? Qui sort ça du territoire? Donc je pense que si vous voulez faire votre profit, permettez aussi aux autres de faire un peu de profit. Tout le monde sera avec dans la République. Ne faisons pas du mélopo nous. Ça, c'est bien pour tout le monde. Si on le fait comme ça, vous allez voir que tout ira bien dans le pays. Les gens ne seront pas en train de murmurer. Les gens ne seront pas en train de souffrir, de mourir dans la souffrance. Non. Des gens courent. Il y a des paysans qui courent sous le poids de la dette. Et tout ça, parce qu'à un moment donné, on ne leur a pas permis de faire leur profit pour pouvoir régler leurs problèmes. C'est tout ce qu'on moi je demande. 10 milliards, d'accord. Merci beaucoup au gouvernement. Mais à l'arrivée, après, au niveau de la récolte, là, pardon, faisons les choses pour que tout le monde puisse trouver un peu le sourire. Il s'agit donc de faire en sorte que chacun puisse trouver le sourire. Justement, cette question, alors je pense qu'on en parlait il y a quelques jours en plateau, même je pense en début de semaine, on en a parlé, Laurent Roland-Antonin-Kess, cette question que se pose eh bien, Matin Libre. Ce matin, ananas béninois contaminé et détecté en France. Quid de l'ananas déversé sur le marché béninois? On a déjà fait ce débat. Oui. Le problème, c'est que malheureusement, pour envoyer l'ananas hors du Bénin, c'est qu'il faut préparer, il faut faire des contrôles, voir les produits qui sont mis, le taux de pesticides, ces choses. Et il y a une dose normale qu'il faut contrôler. Mais ici, malheureusement... Ce n'est pas forcément le cas pour l'ananas qui est sur le marché béninois. Voilà. Normalement, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, et en tout cas le ministère de la Santé, doit pouvoir avoir une équipe mixte qui, chaque fois, doit faire la ronde au niveau des marchés. Déjà, d'abord même, c'est pourquoi hier, je proposais que désormais, quand un chauffeur charge l'ananas dans son véhicule pour aller déverser à Dantokpa, il doit avoir une fiche qui renseigne sur l'origine, la provenance de l'ananas, et puis qui renseigne sur le nom du producteur. Voilà, et donc, dès lors qu'on produit, on vient au marché, on vérifie, et on contrôle. Et quand on contrôle ça, s'il y a des... D'ailleurs, même pas au marché, parce que il faut aller déjà dans les champs. Normalement, il s'agit de faire des descentes dans les champs pour voir la quantité d'engrais qu'on a mise, voir aussi les pesticides qu'on a utilisés, et en même temps, quand l'ananas est à maturité qu'on doit récolter, qu'on essaie de faire un contrôle pour voir. On se rend compte que ça ne respecte pas les normes, qu'on détruise en même temps. Quand on va commencer par faire ça, les producteurs vont rester dans les normes et utiliser les produits, en tout cas selon la dose prévue par les normes prévues. Donc, si on fait ça, ça va préserver la vie des citoyens. Malheureusement, moi je vais à l'ADA, je vais à Zelle, je vais dans un champ chez un parent, je prends je mange. Donc, la bonne dame qui circule dans les rues de Cotonou, de Calavi, qui en vend j'en prends régulièrement. Avec son petit couteau, parfois on se demande même ce qu'elle est en termes d'hygiène, ce qui est fait par rapport au couteau ou au plat dans lequel l'ananas sont découpés puis servis finalement, non, je crois dans des sachets plastiques. Laurent Roland-Antonin-Kess, vous en parliez hier en plateau. Oui. Ben voilà, c'est tellement de choses. Oui, voilà, d'abord le couteau, vous voyez même les conditions, et puis après on met ça dans des sachets plastiques. D'abord un plat, on ne sait pas, voilà, parce que le plat il est posé sur la marchandise et on se promène dans les rues avec la poussière, les mouches, tout ça. Donc c'est beaucoup de choses. Je crois que c'est Dieu peut-être qui nous protège, sinon on serait tous morts déjà dans ce pays. Comme on dit souvent, les organismes sont habitués au micro. Voilà, nous sommes habitués. Mais je pense que plus sérieusement sur l'ananas, oui, il faut que les gens commencent pas à faire des contrôles. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes filles, vous les voyez aujourd'hui, c'est kyste, myome, je ne sais quoi, cancer de l'utérus, cancer des seins, et puis des jeunes de 22 ans qui ont la prostate, cancer de prostate, autant de choses. Et tout ça, c'est l'alimentation. Lié à l'alimentation. C'est lié à l'alimentation. Donc, je crois, regardez, des jeunes, à peine 22 ans, 20 ans, 25 ans, diabète, tension, des trucs comme ça, bizarre, des maladies bizarres. C'est vrai que les autres aussi, de l'autre côté, provoquent beaucoup de maladies aujourd'hui. C'est aussi leur job. C'est pourquoi il faut prier constamment et se confier à Dieu. La meilleure option. Mais savoir quoi manger,
savoir bien se comporter. Et que les autorités fassent aussi le nécessaire pour préserver justement la santé donc, des populations. Laurent, Matin Libre, on reste avec le quotidien qui écrit décès d'un détenu politique à l'agence pénitentiaire du Bénin. Ce silence qui frise l'indifférence et cette interrogation, où sont les organisations de défense des droits de l'homme? Vous voulez... Je me rappelle de ce rapport que Clément Kapouchichi a fait à la tête de la CVDH, en retraçant la situation en tout cas, qui s'est déroulée à Kadiaou. Et je me rappelle de la colère noire d'un député proche du chef de l'État. Et ça me donne bien des idées. Je me pose la question, est-ce qu'il y a les organismes de droits de l'homme peuvent vraiment, véritablement parler et dire ce qui se passe? C'est vrai que les organisateurs de la société civile sont presque absents aujourd'hui. On ne les sent plus dans la République. On se demande même s'il y a de la société civile encore, des organisations de la société civile au Bénin. Je me pose la question parce que j'ai comme l'impression qu'on les a tous réduits au silence et que personne ne veut avoir le courage, sachant aussi que certains acteurs de la société civile émergent au budget national, malheureusement, ne peuvent plus parler. L'un dans l'autre, c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Qui veut avoir le courage de parler? Parce que voir des prisonniers souffrir, c'est des prisonniers, d'accord, mais ils ont des droits. Ils ont des droits. Et on doit pouvoir leur assurer quand même ces droits-là. En tout cas, travailler à la préservation de ces droits des prisonniers. Quand ils sont malades, il faut les prendre en charge le plus vite possible. Ce n'est pas l'argent qui sort de la poche de quelqu'un, c'est l'argent du contribuable. Et donc, quand on a du mal à sortir un prisonnier de la prison pour le mettre sous les soins, on traîne, comme si l'argent veut sortir de la poche de quelqu'un, c'est une bêtise qui ne dit pas son nom. Et ça fait mal. Moi, j'insiste sur le fait que nous devons revoir les choses. Tout le monde, je crois que quelqu'un l'a dit, tout le monde, nous sommes des prisonniers ambulants. Nous pouvons penser qu'aujourd'hui, nous sommes à l'abri, plus fort aujourd'hui, mais la minute qui suit, la seconde qui suit, Dieu seul sait. On peut se retrouver de l'autre côté. Cela suppose que quoi? Quand vous arrangez, vous aidez ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, il y en a peut-être qui se retrouveront en position de force demain. Et si vous serez en difficulté, peut-être que vous vous retrouvez en difficulté. Et ces personnes peuvent voler à votre secours en souvenir de ce que vous aviez fait en votre temps. Donc, on a vu des gens en position de force dans ce pays se retrouver en prison aujourd'hui. De la même manière, des gens en prison hier se sont retrouvés en position de force aujourd'hui. Les exemples, je ne vais pas citer. Pourquoi alors ne pas faire le minimum de sacrifice pour aider nos frères et sœurs qui sont en prison? Encore que ce n'est pas des grands criminels, ce n'est pas des grands corrupteurs ou corrompus, ce n'est pas de grands délinquants à la tête de l'État qui vont détourner, qui ont détourné par le passé. Non, c'est des gens qui sont allés en prison pour des faits d'intrigue politique. J'insiste sur le mot intrigue politique. Les gens diront que oui, ils ont voulu foutre le bordel, qu'ils ont fait des cas. Oui, tout ça, d'accord. Mais c'est parti de quoi? Des intrigues politiques parce qu'on ne s'entendait pas. Donc, sur cette question, j'insiste sur le fait que, pardon, de notre position, si nous avons la possibilité de rendre service, rendons service, parce que le jour viendra où c'est peut-être notre tour là-bas. Je ne le souhaite à personne. Moi, j'ai vu des gens en prison, j'ai côtoyé des gens, en tout cas, je voyais des gens, j'allais voir des gens en prison. Et quand je vois les conditions, je dis, je ne le souhaite même pas mon pire ennemi. Il n'y a rien, en tout cas, c'est vrai que parfois, ça peut être le coup du destin où vous allez là-bas parce que peut-être entre ça et la mort, il vaut peut-être Dieu vous permettre d'aller là-bas pour ne pas mourir et après vous ressortez, il vous protège. Dieu est insondable, ça peut arriver. Mais quand on sait que les gens sont en prison pour des faits d'intrigue politique et qu'on sait qu'on peut faire les choses, arranger les choses pour les personnes, mais que malgré ça, on les laisse mourir de la souffrance, de la douleur, attention, attention. Rien sous ce soleil ne reste, en tout cas, ne reste impayé. Vous semez, vous récolterez à coup sûr. Et chacun en son temps ne devra plus venir pleurnicher pour dire on m'a abandonné.
parce que vous aurez semé et vous devez à coup sûr récolter. Martin Libre parle du silence de l'agence pénitentiaire du Bénin et estime que cela ferait de l'indifférence. Ils sont libres de se prononcer comme ils sont libres de ne jamais de parler. Donc, écoutez, s'ils décident de parler, ils diront, situeront les responsabilités, ils diront ce qui s'est passé. Toujours est-il que... Peut-être qu'il y a le temps, il y a un temps aussi pour préparer le discours à servir. Le discours qui va... des enquêtes, voilà, voilà. Le temps pour préparer le discours qui va convaincre, c'est ça qui va rassurer. Enfin, à servir. Ah, convaincre forcément. D'accord. Un temps pour faire les enquêtes, un temps pour situer les responsabilités, tout ça, et voir clair donc, sur le tableau avant que de prendre la parole. Nous attendons. D'informer les uns et les autres. Nous attendons ça. En attendant, en tout cas, on a une pensée à l'endroit des proches, de la famille. Donc, beaucoup de courage, je dirais une fois encore ce matin, beaucoup de courage à ces personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. C'est vrai que certains parmi eux se sont retrouvés au mauvais moment. Au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis après, il y en a qui, oui, ont eu peut-être à poser des actes parce qu'ils se sont organisés pour s'opposer à certaines choses. Et malheureusement, comme vous appelez, dans la passionnée, ils ont posé des actes. Dans le feu de l'action, ils ont posé des actes peu recommandables. Je suis d'accord que tout le monde n'est pas innocent dans cette affaire, mais il y a des gens qui, à cause de leur juste opinion, se sont retrouvés dans le lot de ceux qui sont en prison. Courage à ces personnes. Parce qu'au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. Enfin, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il y en a qui ont perdu leurs épouses, qui ont perdu leurs enfants, un certain de choses. Le boulot, évidemment. Le boulot, beaucoup de courage à ces personnes. Qu'ils se souviennent que oui, les gens ont fait 30 ans de prison, sont sortis. Hein. Bien sûr. Nelson a fait 27 ans quand même. Même ceux à qui on a donné 20 ans. Beaucoup de courage. Vous savez qu'il y a encore un autre cas, au Brésil notamment, le président Lula, qui a fait la prison et qui aujourd'hui est revenu à la tête du pays. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Le plus important, ce n'est pas mourir de chagrin. L'existence des vagues, c'est comment on traverse les vagues. Oui, vivez d'espoir. C'est encore possible. Un jour ou l'autre de la vie, Dieu agira par quelqu'un et vous sortirez de cette situation. Et pourquoi pas le pouvoir en place? Nous espérons que le pouvoir en place fera quelque chose. Le chef de l'État avait promis que des gens vont sortir de prison. On a pu voir. Quelques-uns sont sortis. Il y en a qui sont encore là-bas. Que vivement, on trouve le moyen de les sortir, toutes ces personnes-là. C'est vrai qu'on approche le 1er août, donc peut-être, on ne sait jamais. Bon, peut-être que ce 1er août, il y aura la magie. Les travaux ont commencé déjà au niveau du boulevard de la Marina pour préparer le défilé et tout. J'étais là, je crois, le vendredi dernier. Okay. J'ai pu voir, oui, qu'ils ont commencé. Bon, est-ce que cette année, puisqu'on a tellement attendu le chef de l'État sur la question à la veille, à la fin de l'année, à la veille de la célébration du 1er août, qu'il fasse un discours pour demander... Peut-être qu'il nous fera la bonne surprise cette année, peut-être. Qui sait? C'est ce souhait. Que Dieu l'inspire. À moins de 2 ans de la fin du mandat. De toute façon, que Dieu l'inspire et que les calculs politiques ne supplantent pas soient mis de côté. Oui, que le calcul politique ne supplante pas les inspirations de Dieu ou comment vous appelez, la bonne volonté ou la bonne foi. Je pense que nous sommes au moment critique de notre pays où il faut vraiment ramener la balle à terre, redistribuer les cartes. C'est de ça que nous avons besoin. On parlait de vagues tout à l'heure, Laurent Roland-Tourniquet, cadre de vie, écrit le révélateur du jour, les activités liées à la pêche et à la baignade interdites. Oui, bon, le ministère du cadre de vie a eu certainement des situations qui ont conduit à cette décision. Je crois que oui, question de baignade aujourd'hui, on a pu voir depuis quelques temps, comment les gens meurent par noyade. On voit aussi, au niveau de la pêche, il faut réguler véritablement. Je crois que... Il faut préciser que c'est surtout ici... en rapport avec le navire qui a échoué. Qui a échoué également, oui, justement, parce que ce navire transporte des produits pétroliers. J'ai pu lire également aussi l'équipage, les membres de l'équipage. Oui, qui ont été... on parle des Nigériens et d'un Béninois. Une quinzaine.
Nigérien, je pense, un béninois. Oui, et le Navouyi qui avait été identifié, en tout cas repéré en activité obscure du côté du Nigeria, autant de choses. Je crois que c'est une situation qui se produit régulièrement. En tout cas, moi, j'en sais quelque chose. C'est que c'est des navires comme ça se retrouvent dans nos eaux parfois et les gens demandent à vendre des produits pétroliers en haute mer de façon illégale, beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est la même situation actuellement? On attend de voir ce qui sera décidé. Mais si, comme le ministère demande que les gens évitent d'aller se noyer, se baigner dans la zone également, de la pêche. Il faut respecter ça scrupuleusement. Mais en dehors de ça, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en vacances. Et c'est le moment de sensibiliser. C'est le moment de sensibiliser les jeunes et même mettre des agents de sécurité. J'ai pu voir aussi qu'il y a quelques mois en arrière, je ne suis plus jamais allé à la plage comme ça, mais j'ai pu voir, il y avait des policiers municipaux qui faisaient la ronde au niveau de la plage, oui, pour dissuader toute personne qui tenterait de se baigner. Et donc, je pense qu'il faut continuer avec ce contrôle-là pour sécuriser davantage nos enfants et sécuriser toutes ces personnes il y en a qui veulent aller se jeter dans la mer pour se suicider également, des choses. Beaucoup de choses qui se passent autour. C'est ce qu'on voit, qu'on connaît. Il y en a qu'on ne voit pas. Voilà, donc il va falloir travailler davantage à sécuriser nos plages. Les populations appelées donc à faire preuve de retenue, écrit Info Matin. On va finir maintenant, Laurent Roland. On inquiète par ce titre dans les colonnes de Fraternité. Proclamation des résultats du BEPC. Le stress s'empare des candidats. C'est prévu pour ce vendredi, Laurent. Oui. Je me souviens de cette chanson. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Donc, si vous n'avez pas travaillé... C'est de qui celle-là? Elle est de qui celle-là, cette chanson? Je connais pas l'auteur, mais je sais que la chanson... On parle de stress qui ne sont pas des candidats et puis vous nous sortez cette chanson. Non, mais écoutez... C'est quoi l'objectif? C'est quoi le plan? C'est quoi le projet? Écoutez, dans la vie, là, il n'y a pas souvent de magie, hein? Sauf si Dieu veut vous faire grâce. La chanson dit, le jour des résultats, les larmes vont couler. Donc, si vous n'avez pas travaillé, vos larmes vont couler. Si vous avez travaillé et que vous avez prié Dieu, Dieu vous fera grâce, vous allez avoir le résultat, vous serez déclaré admissible. Donc, il n'y a pas de magie. Donc, stress emparé de quelqu'un. Il y a des gens, il y a des enfants, vous allez les voir, ils vont s'amuser, ils sont en train de s'amuser depuis le matin. Ils se foutent pas mal de ce qui se passe. Parce qu'ils savent qu'ils auront le BPC. Mais pourquoi vous voulez que je pleurniche pour ceux qui n'ont pas travaillé? C'est juste les résultats. Si vous n'avez pas travaillé, ne perdez pas votre temps, vos larmes vont couler. Rendez-vous l'année prochaine. Ceux qui ont travaillé, qui méritent d'être admissibles, seront admissibles. Ceux qui ont voulu faire honneur à leurs parents, en ne gaspillant pas les investissements de leurs parents, savent très bien qu'ils vont réussir. Il y a des enfants, j'ai discuté avec des enfants. On dit, mais écoutez, tonton, moi je vais passer. D'ailleurs, même quand vous regardez le parcours de l'enfant, bon, maintenant, après tout, c'est que tu vous dis, le travail et la prière. Donc les parents. Mais maintenant, aujourd'hui, la prière ne peut plus rien faire, parce qu'on a déjà fini depuis hier. Peut-être qu'au moment de saisir les bonnes informations, le secrétaire peut être manipulé spirituellement pour écrire le nom d'une autre personne ou oublier d'écrire le nom du candidat. On dit enfant, on dit Adigan. C'est-à-dire quand vous avez Adigan dans votre pied, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, les puces là. Quand vous avez ça dans votre pied là. Je pense. Quand vous avez ça dans votre pied là, allez acheter une lame. Et tailler un petit bois, enlever ça. Ne fatiguez pas Dieu pour ça. Ne savez pas de prier pour que, ça sorte. Il ne faut pas fatiguer Dieu pour ça. Dieu va fatiguer Dieu pour d'autres choses. Donc, quand vous avez ça, allez acheter une lame, cherchez un petit bâton, taillez ça et enlevez ça. C'est mieux que de fatiguer Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous n'avez pas travaillé, ce n'est pas aujourd'hui où les gens ont relevé les notes et seulement ils vont lire les noms là. Que vous allez dire, que vous voulez prier. Moi, je pense que ceux qui ont travaillé vont réussir. Bonne chance. Vous semblez sous-estimer les forces occultes. Non. Écoutez, je vous dis, vous savez que votre nom, comme je le disais, le secrétaire peut oublier d'écrire votre nom. Ou même à la lecture. Non, je vous ai dit, alors où je vous parle là, c'est-à-dire que tout est déjà bouclé. Hein. C'est juste que les enseignants se réunissent pour discuter
et pour peut-être classer par département ou bien classer, Oui, définir. c'est vrai. Aujourd'hui, là, on est à la veille. Si c'est hier encore, d'accord. C'est Donc, si hier, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas prié, qu'ils sont restés là. Maintenant, c'est consommé. Hein. Est-ce que vous auriez une anecdote, on va finir là-dessus, je pense qu'on a le temps de le faire, oui, en 30 secondes. Une anecdote par rapport à la manière dont vous avez reçu, par exemple, votre résultat au BPC. Ma vie, peut-être un examen. Ma vie est faite d'histoires aussi bizarres, hein, parce que j'avais eu, à 2 mois du BPC, ma mère m'avait envoyé, j'avais loué une chambre à Lada, dans l'avant du commissariat, on appelle ça à Donorandi. Et à 2 mois du BPC, le propriétaire qui est de mon village, je ne sais pas ce que je lui ai fait, il m'a dit que je lui devais le loyer. Il m'a renvoyé, il a enlevé la porte de la chambre. Il l'a dit ou vous lui deviez? Non, véritablement j'avais payé. Mais il disait que je l'ai jamais payé. Il a enlevé la porte de la chambre. Il m'a mis, là, j'ai dormi dans la chambre 2 jours sans la porte. Il y avait un inspecteur, il doit être encore là, l'inspecteur, j'oublie son nom de famille, oh là là. Mais son épouse m'avait aidé pendant 2 jours, j'ai dormi chez eux. Mais à 2 mois du BPC, j'ai quitté Alada pour venir rester chez mon oncle à Calavi. D'accord. Donc à 2 mois du BPC, je n'allais plus au cours. Vous n'alliez plus au cours, carrément? Je suis resté à Calavi pendant 2 mois. Et puis, je suis allé composer. Quand on a programmé les examens, je suis allé composer. Et j'étudie avec 5 jeunes à Katia Aledjo à Calavi. Ils sont encore là, ils peuvent témoigner. Et tous les jours, quand eux, ils faisaient les études, je faisais les études avec eux à Calavi ici. Et quand on est allé au BPC, le jour où on a donné le résultat, la nuit, là, les 5 avec qui je faisais les études à Calavi ont échoué. J'étais le seul qui n'avait pas encore mon résultat. Et j'ai demandé à mon oncle chez qui j'étais pour dire je dois aller voir les résultats à Alada. Et on m'a dit, mais écoute, toi tu n'as pas été à l'école. Les autres qui allaient à l'école n'ont pas eu le BPC, tu fais quoi? Donc je suis parti le matin comme ça, tout triste. J'ai pris le taxi, je suis descendu à Alada. Et là où on va, à l'entrée, il y a la banque BOA là. Voilà, j'ai vu 2-3 camarades que j'ai salué et qui pleuraient déjà. Et je leur ai demandé quel est le résultat. Bon, vous savez, quand c'est comme ça, ils m'ont répondu très mal. Les larmes vont couler. Et donc, moi, je vais au CG Alada, je vais au niveau du tableau, on a affiché les résultats. Je regarde, je fouille, je vois mon nom, Laurent, Tony Kescodio, Laurent. Je retourne comme ça, il dit c'est pas vrai. Je retourne voir la seconde fois. Et la troisième fois, j'ai commencé à pleurer pour dire Dieu avait fait. Bon, ça me donne encore des émotions. Je me rappelle de ces moments pour vous dire, ma vie, c'est, je dis, je rends toujours grâce à Dieu. Là où je suis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi j'ai de la gêne à supporter l'injustice sociale. J'ai subi ça dans ma vie. Et ce monsieur qui m'a loué la chambre, vous imaginez, il est de mon village. Il était ami à mes oncles, surtout pratiquement un de mes oncles. Mais qui m'a fait ça. Il m'a fait ça. Mais j'ai eu ce BPC cette année. Et ça m'a davantage motivé et ça a continué. Je le dis peut-être pour quelqu'un qui est en difficulté aujourd'hui, qui doit des loyers, peut-être. Parce que moi, dans mon cas, je ne me reprochais pas rien. J'ai payé. J'oublie le nom de cet inspecteur. Mais de toute façon, il est encore à Lada avec son épouse qu'on appelle Maman Willy. Elle serait du côté du CG, du tribunal d'Alada aujourd'hui. Cette dame m'a beaucoup aidé à l'époque pour que je puisse passer 2-3 jours à manger chez elle. Je crois que c'est des choses qui arrivent dans la vie. Hein. Mais ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, ne baissez jamais les bras et jamais ne vous suicidez parce que le bonheur est ça. Le meilleur reste à venir. On ne va pas dire bonne chance donc aux candidats, mais on va peut-être demander aux uns et aux autres de se préparer à accepter les résultats, les fruits de leur labeur, j'ai envie de dire, puis demander aux parents aussi quand même de bien encadrer les enfants, voilà, dans ce cadre, parce que pour les plus faibles d'esprit, pour les faibles d'esprit, c'est pas facile à supporter. C'est pas facile à supporter. Et donc, il faut véritablement les encadrer. C'est vrai que je le disais peut-être pour les larmes vont couler, mais écoutez, après tout, il faut les soutenir, il ne faut pas les lâcher. Merci à vous, Laurent Roland Antonin Kess.